le 11 novembre 1942, quand la zone sud a été occupée par les Allemands, quand j'ai vu que les conditions d'armistice n'étaient plus respectées, alors là, je ne vous dirais pas que je suis devenu fou, mais je suis devenu furieux. Voilà pourquoi c'est le 11 novembre 1942 que j'ai commencé. En 1942, Léon Conti a 28 ans. Médecin à Blagnac depuis un an, il décide de rallier la résistance. Blagnac était à cette époque un petit village, situé à 5 km du centre de Toulouse. Les habitants de Blagnac étaient un ensemble des maraîchers et des blanchisseurs. Mais il y avait aussi des gens de Blagnac qui travaillaient dans les usines d'aviation. À partir de l'arrivée des Allemands en novembre 1942, à ce moment-là, tout a changé. Les Allemands ont occupé le village. Ils ont chassé beaucoup de gens qui ont dû abandonner leur maison pour les Allemands. À Blagnac, il n'y avait pas de SS, il y avait beaucoup d'aviateurs et de la Wehrmacht. Les SS les plus proches étaient à Aussonne, à 12 km de Blagnac. Je fais personnellement débuter la guerre 1939-1945 au moment de la guerre d'Espagne, du début de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire en 1936. Et je considère que les Allemands, et un peu aussi les Italiens, ont considéré l'Espagne comme un banc d'essai pour toutes les guerres, c'est-à-dire pour la guerre 39-45 et toutes les invasions que les Allemands ont faites en Europe centrale. J'ai été mobilisé en 1939, au mois de septembre. J'étais sursitaire. J'ai été envoyé à la zone des armées le 15 décembre 1939 et j'ai fait toute la guerre, 1940, dans la zone des armées, où j'ai constaté qu'il y avait une belle pagaille que j'attribue d'une part à l'incompétence des grands chefs militaires et d'autre part aussi à certains partis politiques qui n'étaient pas tellement fâchés de voir les Allemands pénétrer en France afin de prendre le pouvoir contre la République, d'une manière tout à fait identique à ce qui s'est passé en Espagne. Tout cela se terminait par un armistice qui a été signé, et c'était inévitable qu'il soit signé. Par contre, il a été question de partir, continuer la lutte en Afrique du Nord. Je pense qu'on aurait dû le faire. Les premiers médecins résistants en zone occupée se groupent autour des professeurs de médecine, Pasteur Valéry Radeau et Debré. En 1942, la zone libre est à son tour occupée par les Allemands. La résistance organise alors des réseaux en zone sud. Ce que beaucoup, et moi-même, appelaient les services de santé de la résistance, s'appelait en réalité le comité médical de la résistance. Les chefs étaient à Paris le professeur Robert Debré, professeur de médecine, Pasteur Valéry Radeau, professeur de médecine aussi. Je crois qu'avec eux, il y avait aussi le professeur Miliès. Sur le plan régional, région R4, les co-responsables ont été le professeur Baudot, le professeur Bugnard, le professeur Guillem et le professeur Soula. Lorsque j'ai pris la décision de me donner à fond à la résistance, je suis allé voir le professeur Bugnard pour la raison bien simple, c'est que je l'avais eu comme professeur, que je le connaissais très bien et que nous avions sympathisé. Et c'est à ce moment-là que par lui, j'ai appris qu'il y avait aussi d'autres co-responsables que je connaissais aussi. J'ai tombé ami avec le professeur Guillem, avec le professeur Baudot et le professeur Soula. Mais c'est la question de confiance réciproque qui a fait que je suis allé voir d'emblée et seulement le professeur Bugnard. Nous nous sommes rencontrés lorsque, en 1936 environ, je me suis inscrit, tout en continuant mes études de médecine, je me suis inscrit à la faculté de pharmacie et j'ai eu le professeur Bugnard comme professeur. À la fin de ses cours, il aimait beaucoup discuter avec moi. Par la suite, chaque fois que nous nous rencontrions, nous ne parlions pas de politique intérieure, mais souvent, très souvent, nous parlions de la guerre d'Espagne, qui l'intéressait et qui m'intéressait aussi. Il a, au moment où les réfugiés espagnols sont arrivés en France, il les a beaucoup aidés, et moi-même, de mon côté, j'ai fait la même chose.
Aller voir le professeur Bugnard, c'était pas donné à tout le monde, la possibilité de le faire. Pour une raison bien simple. C'est que quelqu'un qui n'aurait pas été connu par le professeur Bugnard, M. Bugnard l'aurait écouté et ne se serait sûrement pas engagé. C'était trop dangereux. Quand j'y suis allé, il a été tout heureux de me recevoir et j'ai été immédiatement admis. Je dis admis, c'était pas l'engagement, on ne signait pas d'engagement. J'ai appartenu ensuite à un groupe, un des groupes du professeur Bugnard. J'étais en contact avec le professeur Bugnard, bien sûr. C'est lui qui me donnait les ordres. Et j'étais en contact avec 8 ou 9 ou 10 autres camarades de ce même groupe, ignorant totalement ce que faisaient les autres groupes. C'était le professeur Bugnard qui dirigeait tout. Et ignorant aussi ce que pouvait faire, en dehors des directives reçues au cours d'une réunion par le professeur Bugnard, ignorant donc ce que pouvait faire chacun des membres de mon groupe de son côté. L'appartenance à un groupe, au départ, à ma connaissance, ça a été le mouvement uni de résistance, qu'on appelait les Murs, et qui a groupé beaucoup d'autres groupes, comme Libération, comme Combat, et d'autres encore. Par la suite, un jour, le professeur Bugnard nous a annoncé que nous étions devenus Front National. Personnellement, ça ne nous disait pas grand-chose, la plupart d'entre nous, cette histoire, parce que la politique ne nous intéressait pas du tout. Ce qui était important, c'était de chasser l'envahisseur. C'était le dénominateur commun de tout le monde, quelle que soit leur appartenance politique. Il y avait des gens qui avaient des idées un peu de gauche, il y avait des bons bourgeois. J'ai des camarades de ce groupe qui étaient vraiment une famille très bourgeoise de Toulouse. Il y avait un mélange absolument, la politique ne comptait pas. Malgré ce recrutement très varié, les médecins du comité médical de la résistance en région toulousaine demeurent au début trop peu nombreux. Ils organisent alors un réseau de médecins et chirurgiens qui peuvent assurer une aide médicale occasionnelle. Le groupe du docteur Conti ne se limite pas à soigner les résistants et maquisards. Ils collectent et distribuent des médicaments, établissent de faux certificats, effectuent des missions de contact. Ils se répartissent le travail au cours de réunions qui ne se tiennent jamais au même endroit. Ils communiquent exceptionnellement par téléphone en utilisant des pseudonymes. Le docteur Conti s'appelle La Planche. Ça se passait bien souvent vers 5-6 heures du matin. Les gendarmes venaient me chercher pour aller examiner un juif chez qui ils étaient allés pour l'arrêter. À cette heure-là, il n'était pas levé encore. Il disait qu'il était malade. Les gendarmes venaient me voir et m'amenaient le voir pour savoir s'il était vraiment malade. Et je leur faisais un certificat attestant qu'il était vraiment malade. Après quoi, eh bien, je partais faire des visites qui étaient prévues et quelquefois s'ajoutaient des visites que je devais faire à Toulouse auprès de résistants. Le plus souvent, c'était des malades d'ailleurs, car des blessés dans les maquis, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup pour la raison suivante. Un résistant se faisait capturer. Quand il était blessé, il était achevé. Alors en définitive, il fallait que ce soit des maquisards qui puissent être évacués assez rapidement par les camarades et cachés. Je recevais donc un appel codé de Champagnac, du professeur Bugnard ou d'autres. Et j'allais. On avait des codes à ce moment-là, on ne disait pas tellement le nom de la rue, on disait le quartier, on savait, et moi je savais où je devais aller. Je grimpais à l'étage, je savais à quel étage, je savais quelle porte je devais frapper, je savais le code. On m'ouvrait. À ce moment-là, c'était une fille qui était là, infirmière bénévole, formée par nous, et qui se trouvait auprès de ce malade ou de ce blessé. C'était des filles qui voulaient bien tout simplement nous aider dans deux cas. Premièrement, soigner des malades du maquis, sans diplôme, sans rien, bénévoles, non payés.
Deuxièmement, ces filles servaient à faire entrer en ville, venant de la campagne, les maquisards malades ou blessés, comme deux amoureux dans un fiacre. Voilà comment ça se passait. Pour soigner les gens clandestinement, il fallait des médicaments que l'on obtenait par des voies clandestines. On ne pouvait pas faire une ordonnance pour un malade clandestin. Ce n'est pas possible. Alors, on se procurait les médicaments. D'abord, chez les clients. Le client qui n'avait pas fini le médicament, qui était guéri, vous ne faites plus rien de ça, bon, vous le prenez. Ensuite, il y avait des médicaments qui étaient pas rachetés, en particulier des sérums, des choses comme ça, il fallait les distribuer ensuite. Alors, je ne pouvais pas évidemment partir avec des tonnes de médicaments. Alors j'allais d'abord commencer par voir ce qu'avait la personne. J'allais avec une sacoche dans laquelle j'avais quand même le maximum de médicaments pour traiter une urgence. Après quoi j'avais vu ce qu'avait l'individu et quand je revenais, ce n'était pas toujours moi qui revenais d'ailleurs. J'apportais quelque chose de différent, ce qu'il fallait, ce qui était nécessaire, que j'obtenais, soit en le piquant chez les clients, j'avais toujours chez moi une réserve. L'état de certains malades nécessitait parfois une hospitalisation. Le docteur Conti prenait alors contact avec 2 chirurgiens de la clinique du Château, à Toulouse, qui les cachaient et les soignaient clandestinement. Bien sûr, il ne s'agissait pas de mettre des gens clandestins dans les chambres, dans les services, le grand couloir, avec toutes les chambres à droite à gauche, non. Il y avait en particulier, dans le rez-de-chaussée, des chambres, quelqu'un qui ne connaissait pas ne pouvait pas les trouver, ces chambres-là. D'autres personnes, ni malades, ni blessées, sollicitaient les médecins du service santé clandestin pour obtenir des certificats. Un certificat de complaisance, premièrement, quand on le faisait pour un juif, ça le servait de ne pas partir avec les gendarmes. Et puis ensuite, peut-être s'évader, de disparaître. Bon. Un résistant qui avait besoin de quelques jours comme Marcel Langer, ça lui servait à se couvrir vis-à-vis de son employeur. Bon. Ensuite, le certificat pour les visites pour le départ à Westeros, ça empêchait certains de partir. Une fois, j'ai été requis pour faire passer la visite aux jeunes gens qui devaient partir au service de travail obligatoire en Allemagne. Je n'ai pas fait un gros travail. Dans la matinée, j'ai vu 3 jeunes seulement. Un élève du lycée Fermat. Je lui ai dit, tu es bien pâle, tu ne manges pas ta faim, ça ne va pas, tu es fatigué, tu es malade, tu fais une prétuberculose. Eh bien, il m'a dit, oui, je suis fatigué, je ne sens pas très bien. Allez, bon, je lui ai fait un certificat. C'était un papier qu'on avait rempli, imprimé, inapte. J'avais reçu un deuxième, et le deuxième, il n'a pas marché. Il m'a dit, non, je vais très bien, je suis très bien, je me sens en forme. J'ai mis apte. Quant au troisième, maladie de tachycardie paroxystique, envoyée par le professeur Baudot, avec un certificat bien détaillé, j'ai démarré à fond sur ce malade, en le mettant bien entendu en conclusion inapte définitive. Eh bien, celui-là, on ne m'a pas fait dans la nuit, mais on l'a envoyé en Allemagne tout de suite, sans contre-visite. Le professeur Baudot a très mal pris, et l'inspecteur de la santé a été arrêté, peut-être qu'il avait fait aussi d'autres choses, dès la libération. C'était l'inspecteur de la santé qui avait fait partie de ce jeune. Voilà, alors les certificats, c'était des certificats que j'étais appelé à faire assez fréquemment, et j'ai eu la chance d'être officiellement le médecin de la gendarmerie, parce que je n'ai pas eu de problème de ce côté-là. Le professeur Bugnard nous faisait prendre des contacts avec des gens qui n'étaient pas de chez nous, bien sûr, de notre groupe. Il avait des contacts avec des gens qui étaient médecins, pas médecins, je l'ignore. Et là, à ce moment-là, ces contacts, moi, j'ai été amené à en faire. Je laissais ma bicyclette à un certain endroit, dans Toulouse. J'allais obligatoirement à un arrêt auquel passaient des tramways de différentes lignes qui allaient dans différentes directions. Ce qui me permettait de rester planté en attendant qu'arrive la personne que je devais contacter, sans me prendre un tram qui serait arrêté devant moi 5 minutes avant. J'aurais été très suspect si j'étais dans un arrêt où il y avait une seule ligne, parce que les gens se disent pourquoi il ne monte pas le tram celui-là, qu'est-ce qu'il attend. Je n'avais pas grand-chose à dire, surtout pas de notes, il ne fallait pas. Je ne savais pas qui je rencontrais, je ne savais pas du tout ce qu'il faisait.
Il y avait une seule chose que je savais, c'était le mot de passe. La deuxième chose, c'est que je portais un journal enroulé à la main et une cigarette allumée à la bouche. Quelqu'un se présentait, me demandait du feu. Je lui donnais du feu à la cigarette. Pas avec le briquet, la cigarette. Et il me disait le mot de passe. À ce moment-là, moi, je lui disais ce qu'il avait à lui dire. En quelques mots. C'était par exemple l'heure d'un rendez-vous et le jour. Le lieu, il le savait. Pas plus. Après quoi, je montais un train prochain. Voilà. Nous écoutions ses ordres, on exécutait ses ordres, le professeur Bunard. Mais à côté de cela, moi j'ai fait beaucoup de choses qu'il a toujours ignorées. Il est certain qu'on nous a demandé, c'était essentiel, ce qu'on nous demandait, de soigner les malades et blessés, de faire des faux certificats, de distribuer, de recueillir, de distribuer des médicaments. C'était l'essentiel. Quant au reste, ça dépendait de notre personnalité propre. Le professeur Bunard ne nous a jamais demandé, il était tout heureux quand on lui a apporté un renseignement important, mais il ne nous a jamais demandé cette chose-là de manière très précise. Il m'est arrivé de faire une commission extrêmement importante, un renseignement extrêmement important au professeur Bunard, qui a fait que, après une enquête de 8 à 10 jours, l'individu signalé a été mis hors d'état de nuire. S'il y a eu beaucoup d'Allemands à Blagnac, dès leur arrivée en zone sud, c'est sûrement à cause de la présence des usines d'aviation et du terrain d'aviation, qui leur servait pour les avions militaires. Nous avions laissé passer pour sortir la nuit. Moi, que 2 fois après les terrains d'aviation, j'étais obligé de m'arrêter vite de ma bicyclette et les bras en l'air. Et de monter les Ausweis. Et ça me permettait quelquefois d'avoir des renseignements assez intéressants. Des renseignements sur le mouvement de certaines troupes allemandes, ici aussi, en faisant parler un petit peu les ouvriers des usines, quelques renseignements sur les avions en réparation, sur le sabotage. Le professeur Bunard, moi je ne lui ai jamais parlé des personnes que j'avais hébergées. Il ne me demandait pas, ça faisait partie d'office de notre mission. Mais c'était vraiment sous-entendu. Il savait très bien que nous ne pouvions pas refuser d'héberger quelqu'un, de cacher quelqu'un. Tout le monde prenait des risques, et on le savait, et on les acceptait. Si on se faisait prendre avec des cartes d'identité en blanc, c'était facile, on était fusillé. Si on cachait quelqu'un qui était cherché par la Gestapo, ou qu'on cache un aviateur anglais, on était fusillé. C'était sûr. Donc, il fallait prendre énormément de précautions, Maintenant, tous ces risques, on les admettait. Nous étions là pour soigner les blessés, pour aider la résistance, et c'était surtout là notre but, parce que nous voulions faire tout pour mettre dehors l'envahisseur, l'occupant, et faire l'insurrection contre le régime de Vichy. Le 19 août 1944, Toulouse est libérée. Ce jour-là, le docteur Conti est dans le Gers où l'a envoyé le professeur Bunard. Il participe au combat de l'île en Jourdain. Le 23 août, de retour à Toulouse, il ouvre à l'allée François Verdier le siège de la direction régionale du service santé FFI. Certains médecins rejoignent le groupe sanitaire du professeur Baudot, qui est bientôt intégré dans la première armée. D'autres médecins participent isolément au combat ou rejoignent les maquis. D'autres enfin reprennent leur clientèle. À ce moment-là, les batailles dans les rues de Toulouse étaient terminées. Les Allemands étaient partis. Toulouse avait faim. Ils ont porté tout pour remplir le ventre colossal du Grand Reich. Messieurs, la nouvelle est terminée. Toulouse va pouvoir manger. Et les lasers vont sourire. À ce moment-là, je vous le dis, les médecins, ils ont regagné leur foyer. Certains d'entre eux, dont moi, ont été choisis pour faire partie du comité médical départemental de la résistance qui avait en charge la direction, l'organisation qu'avait auparavant l'ordre des médecins. Nous avons été choisis absolument en dehors de toute idéologie politique et de toute appartenance politique. Beaucoup de résistants, et en particulier chez les médecins, ignoraient même qu'il y avait beaucoup de partis politiques qui étaient plus ou moins d'opinions assez différentes, non pas sur le but à poursuivre,
mais sur la conduite à tenir après la libération. Là, ça a été pour nous une petite déception de voir que certains donnaient une très grande importance à la politique. C'est une petite déception. Cependant, c'était indispensable. C'était indispensable de recréer une administration après avoir fait l'insurrection contre le gouvernement de Vichy. C'était absolument indispensable, d'autant plus que les Américains avaient prévu une administration américaine, qui s'appelait AMGOT, et qui était vraiment très bien formée pour administrer la France depuis la plus grande préfecture, la plus grande ville jusqu'au plus petit canton. Ils n'ont pas eu besoin, ils n'ont pas eu l'occasion de s'installer. Grâce à ce que nous avons fait aussitôt après la libération, c'est-à-dire reconstituer tout dans les mairies et partout. Le docteur Conti participe ainsi à la réorganisation de la vie publique au sein du comité départemental, puis du comité régional du service santé, jusqu'à la fin de la guerre, en mai 1945. Vous me demandez si j'aurais rejoint la résistance dans le cas où le professeur Bunyer n'aurait pas été un résistant. Sûrement oui. Mais pas avec n'importe qui. Avec des gens sérieux. Parce que il fallait avoir une grande confiance en la personne qu'on choisissait comme chef. Je n'ai pas vu la nécessité de rejoindre les maquis, de partir de mon poste, si ce n'est à la fin quand j'étais envoyé dans le Gers, à la fin de l'occupation. Je n'en ai pas vu la nécessité car je rendais de grands services là où j'étais, d'une part, et d'autre part, je m'étais installé à Blagnac, et j'étais obligé tout de même de satisfaire ma clientèle. Je ne pouvais pas tout quitter, absolument tout, comme ça.